Tous les chemins mènent à Rome, et toutes les routes à Venise. Certaines sont plus belles, nous laissant traverser des paysages magnifiques. Nous quittons puis Ricard par le tracé alpin longeant la Durance. Admirons de loin sur notre gauche la puissante citadelle de Sisteron, qui monte la Garde, et verrouille le passage entre le Dauphiné et la Provence. Au détour des vallées, de petits villages surgissent, paisibles, ou parfois animés en cette saison. Survolant les sommets, un aigle royal cherche sa proie. D'autres vallées encaissées nous mènent enfin au-delà des frontières. Longeant le lac de Garde, nous visiterons Vérone, ses splendides arènes, son balcon romantique, avant de repartir vers Venise. Venise. La Sérénissime, où les canaux remplacent les rues, la voiture n'a pas sa place et sera garée en périphérie. Les vaporetto, autrefois à vapeur, d'où leur nom, sont utilisés comme moyen de transport public. Nous rejoindrons l'hôtel Canaletto par ce moyen. Nous voici à Vérone, à côté des arènes. La Piazza Bra et sa fontaine, particulièrement animées ce jour-là, sont prises d'assaut par les jeunes, heureux d'en terminer avec leur année scolaire. Dans le calme de ces arènes, amphithéâtre romain le mieux conservé, l'acoustique remarquable est propice au concert. « 22 000 spectateurs assis peuvent y être accueillis.
La belle interprétation de Camille de ce concerto, L'été de Vivaldi, nous est réservée. Deux vieux légionnaires anachroniques espéraient des photos. L'un d'entre eux nous orientera cependant. Ora le via Mazzini, tu vuoi a trovate. La Via Mazzini est une rue commerçante menant à la Via Capello, où se trouve la maison de Juliette. Le fameux balcon d'où l'héroïne de Shakespeare écoutait son Roméo, est une attraction de Vérone. Caresser le sein de cette statue est censé porter bonheur aux célibataires. Tout proche, la Piazza dell'Erbe, la plus ancienne de Vérone, surmontée de la tour Lamberti, est entourée de demeures encore ornées de restes de fresques. Marchés et restaurants l'animent, sous l'œil de la statue Madonna Verona, datée de 380 après Jésus-Christ. Le Ponte Pietra, le plus ancien de Vérone, plusieurs fois restauré, franchit le fleuve Adige au nord de la ville. Ce fleuve puissant fut responsable d'inondations dévastatrices. La plus mémorable eut lieu en 1882, plus des 2/3 de la ville étant submergée. Sur les collines surplombant Vérone, de multiples témoignages d'une splendeur intacte, dont ce Santuario Madonna di Lourdes, offrant un panorama inoubliable sur ces lieux que nous quittons à regret. Dès notre arrivée à Venise dans cette maison où vécut Giovanni Antonio Canal, surnommé Canaletto, nous voilà à bord d'une jolie gondole pour une balade dans ce labyrinthe aquatique. Elle est belle, hein? Questo tepilo così soave e come bello sulla nave oh passeggeri venite via Santa Lucia Santa Ciao. Alors, les petits canons, c'est seulement 1 mètre, 2 mètres maximum de profondeur. Hein. Ah, Maintenant, d'accord. c'est la moitié basse. Ah oui. C'est 1 mètre seul. Comme ça, regardez. Ah oui. Quand le marée monte beaucoup, ça dépend dans les périodes. En hiver, plus. Et ça dépend de la pleine lune, les vents et la pluie.
juste la ligne verte et c'est normal. Quand on monte plus, c'est 1 mètre plus de la ligne verte. D'accord. Alors, ici, il n'y a pas plus de résidence. Les personnes habitent exclusivement à la deuxième étage. Et par nos gondolières, c'est très difficile de travailler parce qu'il y a 420 pentes. La Eh oui. moitié des pentes se passent. Quand on monte beaucoup, ça passe plus sur les pentes. Alors, si vous regardez, ça, les pouleteurs, les pilotis de couleurs différentes, blanches et rouges, ça, c'est l'entrée de l'hôtel. Ah d'accord. L'entrée de l'hôtel est par ici, à la derrière, l'entrée à pied. Deux entrées, à pied et bateau. Oi, oi, premando, oi. Vio. Riccardo. Grazie. Vio. Grazie. Alors, j'explique une chose intéressante. Regardez les ponts ici avec les 3 blasons Ah oui. sur les ponts. Ici, rien. Dans l'autre, il y a autre 3 blasons. Alors ça, c'est seulement une information. Les familles qui l'ont payé les ponts pour construire, c'est possible de coloquer les blasons. Ici, elles sont 3 blasons différents. Ici, il y a un autre 3 blasons différents à la bas. Regardez, de l'autre côté des ponts, il y a autre Ah ouais. 3 blasons. Hein. Et à droite, les draps français, c'est un petit consolet, petit bureau de la France, ici à droite. C'est joli. C'est joli, oui. Tout rénové le palais. Oui, oui. Après, il y avait une manifestation. Alors, on est resté 20 minutes sans bouger sur la route. 20 minutes seulement, normalement 100 heures. Hein. C'est vrai, hein? Normalement 100 heures. Depuis ces canaux étroits, la vue de certaines façades est trompeuse. Leur état parfois défraîchi peut cacher un palais rénové, un hôtel 4 étoiles, le théâtre Malibran ou la maison de Marco Polo. Les façades côté Grand Canal sont privilégiées. Alors, les Sestières, Castello signifie quartier, hein? Ça. Allez, arrivare. Ti lavori. Ouais.
Ça va, monsieur, madame? En dehors. Alors, une chose très intéressante, qu'à gauche, il y a le palais de Riccardo Selvatico. Riccardo Selvatico, une zone très importante pour la politique vénétienne. I love you! Bella! Sigue la Sei diventato carossa! Ça va, monsieur, madame? Ça Oui. va? Ah, très très bien. C'est bien. Grazie a voi, grazie a voi. C'est très beau. E in più è molto più calmo. Visto che calmo? Oui, Bellissimo, eh? magnifique. Après les petits canaux pleins de vie, de charme et de découvertes inattendues, en route vers la place Saint-Marc et ses merveilles. L'accès par le Grand Canal, tant apprécié de Canaletto, offre une vue superbe. Ce matin-là, l'orchestre du Café Florian évoquait joliment le ciel de Paris. Les clients attablés dégustaient le si réputé chocolat chaud au prix d'un concert. Sur la place déjà animée, les traditionnels pigeons s'ajoutaient à cette ambiance parisienne. On pénètre dans le palais des Doges par l'escalier des géants. Il symbolise la toute-puissance du Doge, magistrat en chef et dirigeant de la République de Venise entre 716 et la fin du XVIIIe siècle. Les Doges étaient élus à vie par l'aristocratie de la cité-État. La République de Venise a construit son indépendance politique et sa puissance économique grâce au commerce maritime. Après sa défaite en 1797 face à Napoléon Bonaparte, elle ne retrouva jamais son statut, mais conserva son immense prestige.
contournant le palais des Doges, nous contemplons, depuis le pont de Pierre della Paglia, le fameux pont des Soupirs, entièrement fermé et à double couloir. Les prisonniers l'empruntaient, du palais où ils avaient été jugés, pour finir leur jour en prison. C'est ici que fut détenu Giacomo Casanova, arrêté pour outrage aux bonnes mœurs et athéisme. 14 mois après, le 1er novembre 1756, il s'en évada avec l'aide de son voisin de cellule, un prêtre nommé Marino Baldi. Ce fut l'unique évasion qu'ait connue cette prison. De part et d'autre du pont della Paglia, des stations de gondoles et bateaux-taxis s'offrent aux touristes. Le Palace d'Agnelli a sa station dédiée. D'autres sont plus discrètes et propices aux visites de charme telles que la nôtre. À 2 pas de là, face au Londra Palace, cette impressionnante statue équestre en bronze a été érigée en 1887 en l'honneur de Victor Emmanuel II. Tous les symboles sont là pour porter haut la gloire de celui qui fut le premier roi de l'Italie unifiée. Le musée d'histoire navale de Venise se trouve dans le quartier de l'Arsenal. Très riche et documenté, il permet de témoigner de la puissance passée de cette ville-État en matière maritime. Le Bucentaure, en italien Bucintoro, sorte de galère très haute, sans mât ni voile, était desservi par 40 rameurs et couronné par une espèce d'estrade demi-circulaire, d'où chaque année le doge jetait un anneau d'or dans l'Adriatique comme signe qu'il l'épousait. Cette coutume remonte à l'an 1177 et avait lieu le jour de l'Ascension. Cette embarcation de prestige tirait son nom de ce qu'elle portait à la proue l'image d'un centaure ayant le corps d'un bœuf, au lieu de celui d'un cheval. Les troupes françaises brûlèrent ces décorations en 1797 afin de récupérer l'or qui les recouvrait. La coque fut transformée en canonnière puis en ponton, avant d'être démolie en 1824. Depuis, une fondation du Centaure a été créée dans le but de reconstruire ce navire mythique. Le 15 mars 2008, les travaux ont débuté dans l'un des pavillons de l'Arsenal de Venise. À cet effet, la France a fourni 600 chaînes venues des forêts d'Aquitaine.
Ce cuirassé vu en coupe est un des plus puissants au monde en 1880. Ce Caio Duilio mis au point par la marine royale eut un frère jumeau, le Enrico Dandolo, nom du 41e doge de Venise. Il fut mis en service dans la flotte italienne en avril 1882. À Venise plus qu'ailleurs, la nuit apporte un charme supplémentaire à la cité. Un peu moins d'agitation sans doute, mais le plaisir des yeux semble décuplé. Face à nous, le campanile San Giorgio Maggiore est une tour campanaire culminant à 63 mètres, sur l'île éponyme. C'est avec celui de Saint-Marc le seul où l'on puisse encore monter. Il offre une des plus belles vues de Venise et sa lagune. Le pont des Soupirs garde sa légende. Les conditions de détention restaient particulièrement inconfortables en été, les toits en plomb restituant la chaleur la nuit. L'orchestre du Florian nous gratifie d'un air jazzy tout à fait adapté. Des vendeurs à la sauvette lancent leurs gadgets lumineux dans les airs, ajoutant à cette ambiance féerique. De nuit comme de jour, Venise n'est pas seulement une carte postale. Les services sanitaires, les livraisons, la collecte des déchets se font aussi par les canaux, rendant pour certains le tableau assez peu romantique.
centre, nous voilà à bord d'un luxueux bateau de la verrerie Venier, la plus réputée de Murano. Mise gracieusement à disposition de clients potentiels, nous l'occupons seuls, et avons la surprise d'un détour étrange dans la cité, hors des sentiers battus. Il est temps de prendre le large, direction Murano, où la longue visite des salles d'exposition sera précédée d'une belle démonstration des maîtres verriers. Température du four dans le jour, on marche autour de 1100 degrés Celsius. Oui. Et on marche autour de 1300 la nuit parce que il doit fondre la matière. La matière pour le verre, c'est sable du silice. Celle-ci, il arrive de Fontainebleau près de Paris. Avec sucre de potasse, borac et du quartz. La fusion, c'est à 1300. Le travail, à 1100. Pour les couleurs, il faut mélanger la pâte de verre avec des minéraux et nous avons le verre coloré. Oh, bravo.
Oh. Entré dans le monde du verre à 15 ans comme apprenti, le jeune maître Andrea Grandin a fait son expérience dans les plus grandes verreries de Murano. Son œuvre riche en détails et couleurs orne de grands hôtels et palais luxueux. C'est dans Venise même que les premières verreries d'art se firent connaître. En 1291, du fait du nombre élevé d'incendies dévastateurs provoqués par les fours, le Maggior Consiglio décréta que tous les ateliers verriers devaient être déplacés dans l'île de Murano. Dans les fornaci de Murano, les outils que les maîtres verriers, installés sur leurs cagnots, bancs de travail, utilisent pour manipuler le verre incandescent, sont rudimentaires et peu nombreux. Ils n'ont pas changé depuis des siècles. La visite se poursuivra dans les nombreuses salles d'exposition-vente de cette verrerie, dirigée par la même famille depuis 3 générations. Nous passerons des objets les plus rares aux plus courants sans jamais rien acheter, aux grandes dames de notre guide. Quittant cet endroit où le plaisir des yeux s'efface un peu du fait des sollicitations attendues, nous découvrons une île où il fait bon se promener. Le village est charmant. Les galeries dédiées à ces œuvres d'exception sont accueillantes sans être pressantes. Imposante et étrange est l'œuvre de Simone Senedese. Cette comète en verre, exposée devant la Torre dell'Orologio, évoque selon son créateur le Noël des Lumières. On imagine la prouesse technique d'une telle réalisation.
trajet de retour se fera à bord d'un simple Vaporetto, mais la vue sur la Sérénissime reste toujours aussi belle. Nous sommes devant la basilique de Saint-Marc, richement décorée, au style très particulier. Elle ne fut pas toujours telle qu'elle nous apparaît. En effet, elle fut détruite par un incendie en 976. Le doge Domenico Contarini décida en 1060 de la reconstruire en englobant l'église Saint-Théodore, et en faisant de l'ancienne chapelle la crypte de la nouvelle église, permettant d'y conserver les reliques de Saint-Marc. Utilisant de nombreux motifs architecturaux, colonnes et sculptures, ramenés lors du pillage de Constantinople de 1204, Venise fit appel à des architectes de cette ville. Ils reprirent un plan en croix grecque s'inspirant de l'église des Saints Apôtres de Byzance. Ces mosaïques qui valent à la basilique le surnom de basilique d'or, recouvrent 4240 m² de surface, et forment l'un des plus grands ensembles de mosaïques du monde. Elles représentent des événements de toute l'histoire de la chrétienté. Depuis le XVIIIe siècle, la basilique a conservé cet aspect. Feeling the world closing on you, and you're asking for someone to show they care, someone. Même à Venise, on a peine à croire qu'une telle scène ait pu se produire. Par contre, celle-ci est habituelle.
54 ans après la terrible épidémie de 1575 à 77, la peste s'abat à nouveau sur Venise. Le doge Niccolò Contarini prononça alors le vœu de faire construire une église dédiée à la santé. Il implora l'intervention de la Vierge dans le but d'obtenir la fin de l'épidémie. L'emplacement choisi, à l'endroit où le Grand Canal se jette dans le bassin de Saint-Marc, était pertinent. Son architecture et sa position font contrepoids avec les imposantes coupoles de la basilique Saint-Marc, rendant l'ensemble encore plus majestueux. Cette basilique, Santa Maria della Salute, fut consacrée en 1687, plus de 50 ans après le début des travaux. C'est la construction de Venise reposant sur le plus grand nombre de pilotis, 1 157 000. À 600 mètres de la basilique, ce joli restaurant semblant flotter sur l'eau, la Piscina, offre une vue sur l'île de la Giudecca s'étendant de la Basilica del Redentor jusqu'à l'église des Itelles. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Le pont de l'Académie est l'un des 4 ponts qui traversent le Grand Canal de Venise. Tout comme le pont des Arts à Paris, de nombreux amoureux viennent y placer un cadenas, histoire de sceller leur amour dans la ville la plus romantique qu'il soit. À proximité, le somptueux palais Franchetti s'étend à l'arrière du Campo Santo Stefano. Il accueille des expositions temporaires de haut niveau dans le cadre de la Biennale de Venise, ici Glastress, consacrée au travail du verre. De retour vers la basilique Saint-Marc, où un des 2 lions en marbre rose de la Piazzetta dei Leoncini observe la horde de touristes asiatiques venus sans doute acheter t-shirts et souvenirs sortant de leurs propres usines. L'église San Vidal, fondée en 1084, puis enrichie au fil des siècles, n'est plus depuis de nombreuses années un lieu de culte. Désacralisée, elle est devenue une salle de concert où se produit l'orchestre de chambre Interpreti Veneziani.
Cet orchestre que nous venons d'entendre a eu la belle idée d'ouvrir un musée de la musique au sein de la Chiesa di San Maurizio, à 200 mètres de là. C'est un hommage à Antonio Vivaldi et aux luthiers italiens, qui ont créé les instruments à cordes les plus renommés. Outre ces instruments précieux et partitions rares, on découvre ici les 70 à 80 pièces constituant un violon, qui seront collées ou emboîtées. Après le séchage initial des bois durant des années, l'assemblage et la finition d'un violon peuvent prendre plusieurs mois. Dans ce périmètre restreint tourné vers la musique, notre prochaine visite n'est qu'à 300 mètres à pied. Il existe une entrée par les canaux, nous emprunterons celle des piétons. La Fenice porte bien son nom. Le phénix inauguré en 1792 après l'incendie du théâtre San Benedetto en 1774, a lui-même entièrement brûlé en 1836 et 1996. Reconstruit à l'identique, il a vu la création de plusieurs opéras de Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi.
Cette loge dite royale, d'où nous suivons ce concert, fut d'abord impériale. Elle n'était pas prévue, mais l'architecte Gian Antonio Selva la dessina pour accueillir Napoléon en 1807. Elle survécut malgré les incendies et révolutions politiques en conservant son faste. Cet extrait de l'opéra de Rossini, l'Italiana in Algérie, sous la direction de Georges Prêtre, a accompagné cette visite. Elle nous a permis d'apprécier cette salle prestigieuse proposant 5 étages superposés de loges, finement décorés en rouge et or. Nous quittons Venise avec nostalgie. Son avenir est incertain, l'eau qui la rend si magique la ronge, le tourisme qui l'enrichit la menace. Ce gondolier semble un peu perdu et illustre bien ses contradictions. N'en doutons pas, nous reviendrons.